Bonjour, on démarre donc un nouveau cours sur une introduction au monde quantique. Donc on ne fera pas de grosses théories, on ne fera pas la théorie de la mécanique quantique, mais on fera un petit peu toutes les approches historiques qui ont conduit à la mécanique quantique, et qu'on restera assez près des expériences, et de ce fait c'est un cours qui était assez intéressant, mais qui ne soit pas très abstrait dans sa formulation. Alors, on va commencer par la dualité, donc onde-particule. Voilà, mais ça ne marche pas. Dualité onde-particule pour la lumière. Alors, donc, la lumière, on le sait bien, la lumière est une onde. Alors, la lumière, la lumière présente des propriétés donc, analogues aux ondes mécaniques. Donc, les ondes, on les connaît par les ondes mécaniques, donc ondes de surface, la surface d'un liquide, ondes sonores, ondes ultrasonores, voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre référence. Et quand on se pose la question de savoir si la lumière est une onde, est-ce qu'on peut avoir des propriétés analogues pour la lumière sans même vraiment connaître sa nature physique, des propriétés analogues pour la lumière, analogues aux ondes mécaniques. Donc est-ce qu'on peut avoir des phénomènes d'interférence et de diffraction? C'est un petit peu ça quand même la question qu'on se pose. Alors donc l'expérience des fentes Young, donc on n'a pas pu tout de suite faire des expériences d'interférence, c'est pas si simple, il ne suffit pas d'allumer deux ampoules, ça ne fera pas côte à côte pour que ça fasse des interférences, donc on a besoin quand même de certaines conditions expérimentales un petit peu compliquées. C'est dû à pas mal de choses, mais en particulier le fait que la longueur d'onde quand même de la lumière est très petite à notre échelle, donc ça complique évidemment les expériences. Donc l'expérience des fentes Young, donc, qui date de 1801, on prouve de manière définitive la nature ondulatoire de la lumière contre le modèle corpusculaire de Newton. Voilà aussi pourquoi on a mis pas mal de temps à admettre la nature ondulatoire de la lumière, parce que le grand Newton avait quand même pensé plutôt que c'était des particules. Donc pour simplifier, pour expliquer un petit peu cette expérience, on remplace cette expérience par celle dite des trous de Young. Donc on remplace donc les deux fentes par deux petits trous. Voilà, je vous l'ai fait en TD aussi, d'accord, c'est plus simple à expliquer. Donc, ils sont irradiés par un rayonnement monochromatique. Voilà, pour interpréter l'expérience, donc on assimile la lumière émise par chaque trou, S1, S2, à une onde sphérique progressive, sinusoïdale, dont la somme des amplitudes instantanées, alors la nature de l'amplitude, on ne la connaît pas, la nature physique, on suppose qu'elle existe, d'accord. Donc c'est quelque chose qui peut être positif ou négatif, s'écrit donc par analogie aux ondes mécaniques. Voilà, c'est ce que vous avez ici devant vous. On pourrait éventuellement mettre un phi1 et un phi2. Bon, voilà. Ok. Voilà, donc nos ondes sphériques, alors ça nous ramène au cours sur les ondes, d'accord. Donc forcément ici, je vous demande j'ai pas tout recopié, mais enfin voilà, on a vu ça. Si vous voyez plus trop d'où ça sort, voilà, faut vous renvoyer le cours sur les ondes et le TD sur les trous de Young. Voilà, alors le oméga sur C, si on développe, ça fait un oméga sur C. Voilà, ça fait oméga sur C, c'est la pulsation spatiale, donc égale 2pi sur lambda, et lambda c'est la période spatiale, pseudo-période, puisqu'ici on a A qui dépend de M. Voilà, enfin si on supposait que l'amplitude dépendait pas de M, à ce moment-là on aurait effectivement une période spatiale. C'est-à-dire qu'on fait une photographie à un instant donné, sur la droite S1M, bon voilà, la fonction cosinus ici est périodique à un instant donné. De même sur la droite, une droite passant par S2, passant par S1, voilà, l'onde apparaît comme spatialement périodique à un instant donné. Alors lambda c'est la longueur d'onde donc d'une onde sphérique monochromatique. Voilà, et ça donc conduit à observer des interférences constructives, destructives, etc. Alors là, la diffraction également, autre phénomène, vous avez vu en terminale. Alors on observe des phénomènes de diffraction, soit en mécanique, soit en optique, lorsque la longueur d'onde devient de l'ordre de grandeur, elle est en général toujours très petite par rapport à ça, mais disons c'est D, c'est avec la taille caractéristique d'un obstacle à la propagation, grand D va devenir de l'ordre de lambda, de l'ordre de quelques lambda. Voilà, d'accord. Voilà, donc en optique géométrique, ça, on ne le voit pas, parce que tous nos instruments d'optique, ils ont des diamètres au moins de l'ordre du centimètre, ce qui est très très grand devant le lambda, qui est une fraction de micron pour la lumière, d'accord. Voilà, donc de sorte que à ce moment-là, on
peut rendre compte de la propagation de la lumière à l'aide de rayons, comme on l'a fait. Voilà. Donc ces phénomènes de diffraction sont négligeables, mais voilà, vous avez pu les observer, je pense, avec un simple laser et une fente ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc dès que la taille de la fente devient suffisamment faible, voilà, on observe donc ces phénomènes. Voilà. Alors, la théorie électromagnétique de Maxwell, donc dans cette théorie, donc, qui prend en compte le champ électrique, le champ magnétique, tel qu'on l'a vu, mais de manière variable, avec certaines choses qu'on n'a pas vues, que vous verrez l'an prochain, voilà, qui fait que, on s'aperçoit que dans cette théorie, le champ électrique et le champ magnétique se propagent comme une onde, parce qu'ils satisfont une équation d'onde, à une vitesse qui est égale à celle de la lumière. Donc la lumière, elle est reconnue à cette époque-là comme une onde électromagnétique. Donc son amplitude instantanée, là on sait ce que c'est. Alors il y a en fait deux choses, il y a en fait un champ électrique et un champ magnétique, mais comme c'est le champ électrique qui transmet plus de l'énergie, on va dire, au détecteur, voilà, l'amplitude instantanée, on peut dire que c'est le champ électrique. Alors cette grandeur, elle est vectorielle, et toute la théorie qu'on développe et que vous développerez, c'est une théorie qu'on appelle scalaire de l'optique. Donc on peut en quelque sorte oublier le caractère vectoriel, voilà, mais dans certaines circonstances, on est obligé d'en tenir compte. Enfin là, je pense que c'est lié à ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Je ne sais pas si vous verrez ça. On peut quand même, bien que voilà, avant Maxwell, la théorie optique, c'était une théorie scalaire. Voilà, même si on a reconnu que l'onde, que la lumière, donc c'était une onde électromagnétique, donc avait une nature vectorielle. Néanmoins, la théorie scalaire marche quand même. Voilà, donc c'est le champ électrique donc véhiculé par l'onde. Cette grandeur vérifie bien le principe de superposition, ça veut dire qu'on peut bien donc avoir des interférences, etc. Voilà, et on confirme ainsi la nature donc ondulatoire de la lumière par cette théorie. Voilà, donc là tout va bien, la lumière est une onde. Mais, car il y a un mais, voilà, un paragraphe 1-2, mais des expériences ne peuvent être expliquées dans le cadre de la mécanique classique et de la théorie électromagnétique ci-dessus. Elles vont se prêter en revanche à une interprétation corpusculaire du rayonnement électromagnétique. Alors, il y a 3 expériences, on va dire, essentielles pour marquer l'histoire de la physique, que je vais vous donner. Je ne donnerai pas toutes les interprétations. Alors, celle qu'on cite toujours en premier, mais qui est la plus compliquée finalement, l'interprétation est assez complexe. C'est à la fois de la thermodynamique, de l'électromagnétisme, de la mécanique. Quand je dis de la thermodynamique, c'est la thermodynamique statistique. Voilà, donc ça, c'est quand même bien au-delà de notre cours. Alors, c'est ce qu'on appelle donc le rayonnement du corps noir. Alors, qu'est-ce que c'est que, voilà. Voilà, d'accord. Donc ici, voilà, donc le rayon du corps noir. Voilà, j'explique rapidement comment ça se passe. Voilà. Alors, corps noir, c'est quoi ? C'est un espèce de, voilà, c'est un four. C'est-à-dire que c'est une cavité, normalement totalement fermée. C'est pour ça qu'on l'appelle noire, parce qu'elle n'émettrait aucune lumière, la lumière est entièrement contenue dedans. Voilà. Et pour quand même savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur, pour connaître le rayonnement qui est à l'intérieur, on perce un trou, voilà ce qui est marqué ici, et en supposant que ce trou ne perturbe pas trop, disons, le rayonnement qui est à l'intérieur, voilà, on récupère le rayonnement qui était à l'intérieur, on le sort on le passe par un analyseur de manière à séparer toutes les longueurs d'onde, d'accord ? Et on obtient ici cette courbe ici. Donc en fonction de la fréquence, on n'a pas mis de longueur d'onde, c'est la fréquence, on obtient ce qu'on appelle la densité spectrale, c'est la densité d'énergie lumineuse. Voilà, d'accord. Donc c'est contenu, c'est l'énergie lumineuse. Voilà, sur une certaine bande de fréquence DU, on a une certaine énergie lumineuse DU. Voilà, et si je fais le rapport DU sur D nu, ça donne ce rond indicité de nu qui est la densité spectrale. Voilà pourquoi ça s'appelle un corps noir. Ok, alors là, donc on a un équilibre entre le rayonnement. Alors ce four, il est porté à une certaine température, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, d'accord. Voilà, donc ce rayonnement en fait est à la même température, d'accord. Et ensuite, il faut faire de la mécanique statistique, donc les différentes longueurs d'onde qu'il y a à l'intérieur, on a un équilibre ici, un équilibre thermodynamique entre un système qui est formé de rayonnement et un système mécanique, enfin de la matière. Voilà. Donc ça, alors on utilise la théorie électromagnétique de Maxwell, on utilise des principes de mécanique statistique, etc.
Et si on fait ça, hein, on va en fait prédire une courbe qui aura cette allure-là. Voilà, d'accord. Donc, dans le cadre classique, hein, voilà ce qu'on prédit. Donc tant que les fréquences sont faibles, tout va bien. Hein. Voilà, on récupère bien la forme de la courbe, hein, de manière très précise. Voilà. Mais ensuite, c'est un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, donc, ça se gâte. Hein, ça se gâte. Voilà. Et c'est ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette, puisque c'est à partir des fréquences de l'ordre ultraviolet qu'il y a une sacrée... Voilà, là, il y a une différence évidemment essentielle entre la prédiction, donc, dans le cadre classique, on va dire, et la réalité. Alors, pour expliquer ça, hein, il y a donc un physicien qui s'appelle Planck, qui, pour retrouver la forme de cette courbe, voilà, va postuler que les échanges d'énergie entre les oscillateurs matériels, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le four, si vous voulez, hein, et le champ électromagnétique, se fait en fait par paquets d'énergie appelés quanta, et non d'une façon continue. Alors, je crois que je vous l'ai mis dans le... je vous l'ai mis dans le cours. Voilà, c'est ce que je vous ai mis ici. Hein. Voilà, donc ce paquet d'énergie, hein, alors il va être proportionnel. Donc pour un rayonnement monochromatique de fréquence nue, hein, ce rayonnement monochromatique peut échanger de l'énergie avec la matière, hein, donc qui est ici, par paquets qui sont proportionnels. Les paquets vaut H nu, hein, H fois nu, H c'est une constante. Hein, voilà, donc ce paquet est proportionnel à nu. Donc tant que nu est faible, on va dire le paquet est petit quelque part, et en gros on a l'apparence d'une continuité, donc la théorie classique marche, et quand nu devient important, cette quantification de cet échange d'énergie devient entre guillemets prépondérant, et l'approximation que représenterait la théorie électromagnétique, etc., ça marche plus. Voilà, donc à partir des hautes fréquences, cet effet-là donc, est marqué. Voilà. Alors donc il propose ça, hein, il n'y croyait pas plus que ça lui non plus. Hein, voilà, il propose ça. Bon, et à ce moment-là, il fait de la théorie, il fait de la mécanique statistique, etc. Et il va retrouver exactement la courbe expérimentale, hein, avec une précision diabolique. Voilà, ce qui fait que quand même si ça paraît très très bizarre son histoire d'échange, voilà, là c'est tellement la courbe est ajustée numériquement avec une grande précision. Donc là il y a quand même quelque chose, hein, parce que voilà. Alors pour l'ajuster avec une grande précision, il joue uniquement sur une chose, c'est ce coefficient petit h. On ne connaît pas évidemment au départ, voilà. Mais voilà, il y a une valeur de h qui fait que on peut retrouver entièrement la courbe avec une précision excellente. D'accord. Donc là évidemment quand même ça interpelle, hein, même si il y a beaucoup de questions à son suspens. Hein. Voilà. Donc Planck obtient ainsi la première valeur numérique, hein, de cette constante universelle qui porte son nom. Voilà, h c'est 6,6 10-34 joules seconde. Hein, donc cette valeur à notre échelle, puisque bon, c'est pas une valeur sans dimension, hein, mais en joules et en secondes, on peut dire que c'est ce sont les échelles d'énergie, ce sont les valeurs, 1 joule, 1 seconde, c'est à notre échelle, on va dire, d'accord, hein, c'est des valeurs voilà, qui sont à notre échelle de temps et d'énergie. La valeur de h est extrêmement faible, d'accord, voilà, ce qui signifie que les effets quantiques à notre échelle n'apparaissent pas quelque part. C'est un peu ça l'idée. Alors, autre expérience aussi qui posait problème, c'est celle qui donne lieu à l'effet photoélectrique. Alors, photoélectrique, comme son nom l'indique, on peut extraire des électrons d'un métal à l'aide d'un rayonnement électromagnétique, donc dans les domaines visibles UV, mais les mesures de ces expériences vont être incompatibles avec les théories d'alors. En particulier, ce qu'on fait, hein, c'est que l'extraction d'un électron d'un métal donné n'a absolument pas lieu pour un rayonnement de fréquence inférieure à un certain seuil. Voilà, donc si on prend des fréquences un peu trop basses, alors les premières expériences c'était dans l'UV, hein, ça marchait que dans l'UV pour certains métaux. Bon, dans l'UV ça marche, mais dans le visible ça marchait plus. Voilà, d'accord. Et on s'aperçoit donc qu'il y avait un certain seuil de fréquence, hein, au-delà de laquelle on peut extraire ces électrons, mais en dessous de laquelle, quelle que soit l'intensité du faisceau, hein, on ne peut pas extraire les électrons.
Or, dans la théorie électrométrique de Maxwell, plus l'intensité du faisceau lumineux va être importante, c'est-à-dire plus le champ électrique en fait véhiculé par ce faisceau va être important, et à ce moment-là, c'est le champ électrique qui extrait, qui exerce une force sur l'électron et qui peut l'extraire. D'accord ? Donc on ne comprend pas du tout, et c'est pas du tout la fréquence de ce champ qui peut a priori jouer un rôle. D'accord ? Voilà. Donc, en tout cas, pas avec un seuil. Hein. On pourrait éventuellement imaginer qu'il y ait des effets je sais pas, de résonance ou de choses comme ça. Bon, là, il n'y a absolument pas ça. Hein. Mais il y a vraiment un seuil très marqué. Hein. Voilà. Donc, en dessous de ce seuil, hein, en dessous d'une certaine fréquence, quelle que soit l'intensité du faisceau, il ne se passe rien. Voilà. Et juste au-dessus de cette fréquence, même avec un faisceau à la limite peu intense, il y a des électrons qui sont extraits du métal. Voilà, d'accord. Donc, dès que le rayonnement qui irradie le métal dépasse le seuil précédent, on observe l'extraction d'électrons. Alors, ce qu'on fait, c'est dans une cellule photoélectrique. Hein, qu'est-ce qu'on fait dans une cellule photoélectrique ? Pardon, c'est pas ça. Dans une cellule photoélectrique. Alors, voilà, donc ici, vous avez représenté donc, la plaque ici qu'on irradie avec une fréquence nue. Voilà. Et en fait, ce qu'on fait, il y a des électrons qui vont être sortis de cette plaque, si la fréquence est suffisante. Et ces électrons, en fait, ils vont sortir avec une certaine énergie cinétique. Et pour mesurer cette énergie cinétique, en fait, on va les repousser avec un champ électrique. Alors, le champ électrique va être dans l'autre sens, parce que les électrons sont négatifs. Voilà. Mais on va en fait créer ici, entre G et P, un champ électrique comme ça, d'accord, de manière à ce que la force exercée par les électrons soit comme ça. Et en fait, on va les repousser, d'accord. Donc, ils vont devoir, pour arriver donc, sur G, et donc pour créer un courant I, ils vont devoir, entre guillemets, lutter contre cette force, d'accord. Voilà. Donc, s'ils ont suffisamment d'énergie cinétique, ils arrivent en G, d'accord. Classique, hein, vous avez en fait une conservation de l'énergie mécanique, hein, un demi de mc carré, un demi de mv carré, pardon, plus l'énergie potentielle électrique égale constante. Voilà, donc là ici, les électrons ils montent en fait une barrière de potentiel, hein, en allant de P à G, ils montent une barrière de potentiel, et s'ils ont suffisamment d'énergie cinétique, ils vont arriver en G. D'accord. Et sinon, ils seront repoussés en cours de route. Alors, je ne vous fais pas le dessin. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça, en ajustant en fait la différence de potentiel entre G et P, hein, on peut comme ça, en se mettant juste à la limite, juste à la limite de détection des électrons, on peut savoir exactement l'énergie cinétique qu'ils ont à la sortie ici. Voilà. D'accord. Donc c'est une mesure en plus, hein, qui va peut-être permettre de comprendre. Oui. En physique, on fait des mesures pour comprendre. Voilà. Donc pour comprendre cet effet, on a proposé cette manip. Voilà. Alors, donc dans une cellule photoélectrique, on parvient à mesurer donc l'énergie cinétique des électrons extraits en fonction de la fréquence du rayonnement. Alors, Einstein, en 1905, donne une explication théorique aux mesures faites à l'aide de la cellule photoélectrique et confirme la théorie de Planck. Alors, l'explication donnée par Einstein est la suivante. Hein. Donc, la lumière donc, est constituée de particules élémentaires, donc les photons. L'énergie d'un photon, il reprend ce qui avait été vu, ce qui avait été l'interprétation de Planck. Hein. L'énergie d'un photon, c'est H fois nu. Voilà. Lors de la collision entre un photon et un électron du métal, la particule est annihilée et cède son énergie à l'électron. Donc on retrouve l'idée que l'échange d'énergie entre la matière et la lumière se fait par paquet de H nu. Voilà, donc il cède son énergie à l'électron. Alors l'électron, ce qu'il dit, l'électron il est au repos dans un puits de potentiel de profondeur WS. Voilà, c'est pour ça qu'il reste dans le métal, parce qu'il est dans un puits de potentiel normal, d'accord, position d'équilibre stable. Voilà, de profondeur donc WS. Et donc l'énergie mécanique de l'électron dans le métal, c'est moins WS. Okay. Et puis le photon qui arrive est annihilé et communique son énergie en énergie mécanique de l'électron. Donc la nouvelle énergie mécanique de l'électron, ça devient H nu moins WS. L'ancienne, moins WS, plus ce qu'on apporte, nu S égale la nouvelle énergie mécanique.
D'accord? Voilà. Cette énergie mécanique, ça vaut ça. Et juste à la sortie, si vous voulez, de la plaque, hein, cette énergie mécanique, c'est uniquement de l'énergie cinétique. Hein, ça sort juste de la plaque. Voilà. C'est uniquement de l'énergie cinétique et c'est cette énergie cinétique qu'on mesure, hein, avec le dispositif dont je vous ai parlé. D'accord? Voilà. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, hein, c'est que cette énergie cinétique, à la sortie donc, de la plaque, elle vaut effectivement H nu moins WS. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on mesure et ce qui est prévu par Einstein, ça coïncide. Hein, ça vaut H nu moins WS. Ça veut dire que si on fait varier nu en particulier, hein, on s'aperçoit que l'énergie cinétique, hein, de sortie de la plaque, c'est bien une fonction affine de nu. Hein, et la pente, c'est H. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça que cette expérience est très bien vérifiée par l'expérience. Alors le WS, il va dépendre du métal utilisé, hein, mais la pente, elle est universelle en fait. Hein, voilà. D'accord? Donc ça, ce H nu moins WS, c'est le 1,5 de MV carré juste à la sortie de la plaque. Voilà. Donc l'effet photoélectrique ensuite confirme la valeur numérique de H, hein, déduite par Planck de l'expérience du corps noir. Donc on a quand même deux expériences totalement différentes, on peut dire. Enfin, évidemment, toujours de l'échange entre la lumière et la matière, mais quand même. Et on a la même valeur de H. Donc là, évidemment, c'est plus du bricolage quand même à ce niveau-là. Quand on a deux expériences qui conduisent à la même valeur de H, bon, c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose de profond en dessous. Hein. Voilà. Alors, troisième expérience qui était un petit peu de la même époque, hein, c'est donc ce qu'on appelle l'effet Compton, hein, le nom de son découvreur Compton. Donc, le rayonnement dans la théorie de Maxwell porte une certaine quantité de mouvement en fait. Hein. Alors, cette quantité de mouvement, on la voit, voilà, c'est la pression de radiation qui s'exerce sur les voiles solaires. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais bon, il y a des projets pour d'utiliser donc la pression de radiation exercée par le Soleil sur des dispositifs spatiaux qui déploieraient des voiles. Voilà. Alors évidemment, on peut expliquer ça en disant que c'est des photons émis par le Soleil qui viennent taper sur les voiles et qui poussent, mais on n'a pas besoin de ça en fait. La théorie classique de Maxwell, hein, la théorie classique de l'électromagnétisme de Maxwell, voilà, il y a une certaine quantité de mouvement. Voilà, et on a une théorie des collisions, c'est-à-dire que la quantité de mouvement se conserve dans une collision, quelque chose comme ça. Comme ça, bon, c'est plus le programme depuis belle lurette. Voilà, mais enfin bon. Voilà, donc on a donc ce qu'on appelle donc, la quantité de mouvement qui est liée au rayonnement. Cette quantité de mouvement, donc P, hein, c'est W sur C, et W, c'est l'énergie du champ électromagnétique. Alors ça, par contre, je le ferai l'an prochain. Voilà, mais par contre, la quantité de mouvement, je crois que c'est pas au programme. Voilà. Alors, on est un petit peu amené à faire le bricolage suivant. À l'époque, on bricolait un peu quand même. On était en train de faire des expériences sur une théorie qu'on n'avait pas encore. Hein. Donc, bon, il faut bien, si vous voulez, raisonner ce qu'on appelle par induction. Hein. C'est pas une déduction, c'est quand même une induction. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver comme Newton qui a trouvé la gravitation universelle et la relation fondamentale de la dynamique à partir de données expérimentales. Hein, ça s'appelle un raisonnement par induction. Donc, si ma foi, l'énergie du champ électromagnétique, c'est peut-être pas tout à fait l'expression classique qu'on va vous donner, mais ce serait plutôt, puisque l'échange se fait par paquet H nu, on serait amené à dire que ce photon, hein, il porterait une quantité de mouvement qui vaut H nu, je remplace W par H nu, l'énergie du photon, divisé par C. Voilà. Et donc, je fais apparaître le rapport C sur nu, et c'est lambda, ça. C sur nu, c'est CT, donc voilà, c'est lambda. Donc, j'aurai une quantité de mouvement véhiculée par le photon qui vaudrait H sur lambda. Alors, donc Compton fait son expérience, donc il y a une collision en plus relativiste entre un électron de la matière et un photon X. Alors l'expérience donc est la suivante, voilà, c'est l'effet Compton ici. Hein. Donc vous avez des électrons, alors tout se passe comme s'ils étaient libres, hein, ces électrons, en fait ils sont dans des atomes et l'attraction elle est négligeable par rapport à l'énergie incidente des photons. Ici vous avez des photons X, d'accord, et puis on regarde ici ce qui va être émis dans une direction θ, d'accord. Alors ce qu'on trouve, c'est ce qui est ici, hein. C'est-à-dire qu'on a, alors selon la théorie classique, hein, ici c'est la théorie de la résonance, hein, c'est la théorie de la RSP, hein,
du régime sinusoïdal permanent. C'est-à-dire que votre électron qui est là, il est excité à une fréquence nue, hein, d'accord, correspondant à une longueur d'onde lambda d'un rayonnement. Et donc, cet électron, il va se remettre à osciller à cette fréquence-là, cette fréquence nue, et donc il va réémettre un rayonnement, un électron qui oscille et émet un rayonnement, c'est le principe des antennes. Hein. Voilà. Il va osciller à la fréquence nue, et il va réémettre un rayonnement de fréquence nue, donc de longueur d'onde lambda, si lambda égale CT. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc ce qu'on observe, ça, ce qu'on sait bien interpréter classiquement, c'est que donc, dans une direction θ, donc, on a un rayonnement de longueur d'onde lambda qui est réémis par l'électron excité par donc, les rayons X ici, mais on va aussi trouver une autre raie à une longueur d'onde qui a été appelée lambda étoile, qui n'est pas du tout égale à lambda, d'accord, et qu'on ne sait pas du tout prédire. Hein, on ne sait pas du tout prédire voilà, pourquoi il y a du rayonnement dans cette longueur d'onde de lambda étoile. Donc là, Compton donc fait une théorie de collision hein, qui est assez simple. Là, pour le coup, je ne vous l'ai pas remise. Hein. Bon, voilà, on dit qu'il y a conservation de la quantité de mouvement entre le photon, donc sa quantité de mouvement c'est P sur lambda, et l'électron, sa quantité de mouvement c'est MV. D'accord. Alors en plus, si on veut avoir beaucoup de précision, on prend la quantité de mouvement relativiste. Bon, la théorie de la relativité venait un petit peu de sortir. Bon, voilà. Et ça a été en plus une confirmation de la théorie de la relativité, puisque c'est avec cette théorie qu'on a eu plus de précision sur les prédictions expérimentales. Voilà. Donc, voilà, on dit en fait que la somme des quantités de mouvement du système photon plus électron se conserve. Voilà, ça, c'est la théorie des collisions d'une manière générale. On peut faire ça avec deux palets porteurs de manière prosaïque, mais on peut aussi faire ça avec un photon et un électron. Voilà. Et si on dit ça, alors ça suffit pas, il y a conservation, il y a quantité de mouvement, il y a aussi conservation de l'énergie, mais ça veut dire que à ce moment-là, dans une direction θ, on peut dire à ce moment-là donc que il y a un photon qui va être émis avec une certaine longueur d'onde, voilà, et voilà, qui sera différent du lambda du photon incitant, et on va justement prédire avec une grande précision ce lambda étoile. Hein. Alors, selon une formule qui est donnée ici. Voilà, d'accord. Donc, voilà, donc là, et là, encore une fois, c'est encore, on voit que c'est toujours cette constante H qui va rendre compte de manière tout à fait précise des expériences. Donc, on a trois expériences. Bon, la troisième expérience est quand même relativement différente des deux précédentes. Voilà, où on voit encore apparaître cette constante H. D'accord, donc on en était un petit peu à une période où voilà, on se dit on doit utiliser soit la théorie ondulatoire ou bien la théorie corpusculaire pour rendre compte de certaines expériences. Hein. Alors la plupart évidemment à l'époque on en rendait compte par une théorie ondulatoire, mais certaines où on devait finalement recourir à une théorie corpusculaire, voilà, pour rendre compte d'expériences dans lesquelles la lumière était mise en jeu ou la lumière disons des rayons X. Hein. Bon, voilà, alors c'est un petit peu embêtant, mais enfin, quand on construit une science, on n'avance pas toujours de manière bien cohérente. On sait que là, il y a une incohérence, d'accord, parce que ces théories sont a priori incompatibles, mais bon, voilà, on a certains domaines où on a certaines vérités, c'est des vérités qui sont partielles, et avant d'avoir la vérité avec un grand V, on est forcé un petit peu d'avancer comme ça. Voilà. Donc, pour rendre compte de ce dilemme, on parle à l'époque de dualité, onde-corpuscule. Voilà, on a une dualité, on est mis un petit peu devant ce fait, entre guillemets, accompli. Voilà. Et faute de mieux, voilà. On parle de dualité. Alors, on a évidemment pu aller au-delà de ça. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, je vais déjà arrêter cette vidéo ici et on reprendra plus tard.